Et bonjour à tous, c'est Solane Saagianko du podcast Nourris ta tête et on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouvel épisode en compagnie tout d'abord de Yung Lang Tsan qui est le cher co-hôte de ce podcast aussi. Bonjour tout le monde. Je te laisse présenter l'invité du jour. Donc on se retrouve aujourd'hui avec un nouvel invité, si je pourrais même dire une nouvelle invitée. Donc la première femme qu'on m'a interviewée et la première femme sur Nourris ta tête, donc Mira. Donc tu peux te présenter ce que tu as fait et ce que tu fais actuellement. D'accord. Bonjour à tous, je suis Mira, CEO et fondatrice de Pet Love Attack. Je développe actuellement le médaillon connecté pour les animaux domestiques. Ok, Elle a bien résumé en une phrase. ouais, c'est ça. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce médaillon qui est, ma foi, très intéressant? Donc comme tu l'as dit, ta société du coup s'appelle Pet Love Attack. Pourquoi les animaux? Pourquoi les médaillons? Est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a poussé à créer cette entreprise et au fond, du coup, quel est le but de ce médaillon? D'accord. Tout d'abord, en fait, cette idée m'est venue quand j'ai perdu mon chat en 2019. Du coup, ce chat, il s'appelle Titus. Il est perdu quand j'habitais à Montpellier et jamais retrouvé. Cet événement très triste pour moi. Ça me fait réfléchir. Pourquoi pas je développe une solution innovante pour mieux retrouver nos animaux, en gros. Ok, d'accord. Ouais. Et donc en fait, c'est un badge. Et c'est quoi la spécialité, la particularité de ce badge? En fait, c'est plutôt médaillon. On peut dire médaillon. En fait, sa spécialité, c'est j'utilise la technologie cloud pour héberger le fichier des animaux, qui est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 du coup. Et on peut modifier les données dans le médaillon grâce au QR code et le NFC du coup. Ok, d'accord. Ouais. Voilà. C'est ce que je voulais aborder en fait. Toute la technologie qu'il y a derrière le médaillon et qui fait qu'à terme, ton objectif c'est de remplacer en fait les puces, le puçage, même le tatouage. Au final, j'ai vu sur le site de Pet Love Attack, puisqu'il y a un site internet, du coup, on peut activer notre médaillon. Donc, c'est vraiment un site e-commerce où déjà, un, on peut l'acheter, deux, on peut l'activer. Il y a un comparatif où tu fais tu fais la comparaison entre le médaillon Pet Love Attack, le puçage. Est-ce que tu peux et les nous en médaillons dire standards. Voilà, aussi. est-ce que tu peux nous en dire plus sur ça? C'est quoi vraiment le vrai avantage d'utiliser le médaillon Pet Love Attack? Alors, en fait, on remplace pas la puce électronique parce qu'apparemment, en France, c'est légalement obligatoire. Ok. C'est encadré par la loi. Du coup, on peut pas remplacer, mais c'est plutôt solution complémentaire, on peut dire, pour la France. Ça dépend le pays et réglementation de chaque pays, du coup. Pourquoi c'est complémentaire? Parce qu'en fait, ça permet les gens qui trouvent notre animal perdu dans la rue de flasher le QR code ou rapprocher notre téléphone grâce au puce NFC au lieu de ramener l'animal perdu chez Feto ou la mairie ou gendarmerie, en fait. Du coup, ça facilite les gens qui trouvent notre animal perdu et de retrouver le propriétaire le plus vite possible. Parce que sachez que l'animal perdu plus de 24 heures, il y a 70% moins de chances de retrouver son propriétaire. Ok. D'accord. C'est énorme. Ouais. 70%. Ouais. Et surtout, le fait en fait que actuellement, comme tu l'as dit, quand on perd un animal et qu'on retrouve un animal du coup dans la rue, on est obligé de l'emmener soit à un vétérinaire, soit à la mairie ou à la gendarmerie pour savoir vraiment à qui il appartient. Donc en fait, C'est le ça. but, c'est vraiment en une seconde, on approche le téléphone avec le NFC ou on le flash et ensuite Ouais. du coup on voit directement. On voit quoi? En fait, on voit le nom du chien, le propriétaire, le numéro de téléphone. C'est ça. Il y a les données concernant vétérinaire, Ouais. propriétaire et les données concernant de l'animal lui-même. Ok. Il y a la photo aussi. D'accord. Et après, du coup, on peut appeler directement le propriétaire et ensuite C'est on ça. le prévient. Ok. Et si on revenait un peu sur notre rencontre à tous les trois? Puisque c'est vrai, au final, on invite Mira sur le podcast Nourris ta tête, mais d'où on se connaît? Est-ce que l'un de vous deux peut l'expliquer? Catalyseur. Oui, Catalyseur. Du coup, ce projet est hébergé au Catalyseur depuis 1er septembre 2021. Et au Catalyseur, j'ai croisé Yuno et j'ai croisé Solane aussi. Et c'est chouette comme rencontre, je trouve. Ouais. Et donc, Qu'est-ce que t'héberges le- actu- ouais.
Tu fais quoi actuellement au catalyseur? C'est quoi l'hébergement? Qu'est-ce que ça t'apporte? Il y a l'accompagnement par Ok. l'expert. Ce projet, c'est accompagné par Colette et Marc Ferrels, du coup. Et ça m'apporte énormément, je sais plus. En termes de structure, j'ai l'impression. Ils t'aident à structurer toute la partie financière, Oui, tout ce business qui est model. business plan, business model, tout ce qui est côté stratégie d'entreprise. Et aussi, il y a beaucoup de workshops. Par exemple, le dernier workshop que j'ai participé, c'est celui de INPI, c'est atelier concernant la propriété intellectuelle. Et pour moi, ça, c'est vraiment important pour la suite de ce projet, en fait. D'accord. Oui, pour ceux qui... on l'avait déjà dit dans un épisode, je crois, mais pour ceux qui ne connaissent pas le catalyseur, c'est un espace de coworking situé sur le campus Paul Sabatier à Toulouse. Il y a aussi un Fab Lab pour ceux qui aiment faire de l'impression 3D. Donc c'est un vrai lieu où des jeunes, des étudiants ou des néo-diplômés, post-bac ou post-n'importe quel diplôme, en fait, plus 3 ans, peuvent se réunir, peuvent venir travailler tous les jours de 8h à 19h. Et c'est un super lieu d'échange, de rencontre. Il y a une vraie émulsion, je trouve. Même si chacun, des fois, bosse sur son projet sans forcément parler, c'est quand même des belles discussions et des galères similaires, en fait, inhérentes à l'entrepreneuriat. Donc, c'est quand même un chouette lieu à Toulouse. C'est le fait que, vu que nous, on est entrepreneurs, en général, on est surtout sur notre projet, et le fait d'être catalyseur, ça nous permet de rencontrer d'autres personnes, et surtout de pouvoir échanger et de parler d'autres choses que notre projet. Donc nous, au catalyseur, on parle de tout, notre vie, tout ça, et donc c'est aussi bien de travailler en tant qu'entrepreneur dans un espace de coworking, comme le catalyseur. Tu as quel âge? Moi, j'ai 31 ans. Ok. Tu as commencé à Pedlo Attack il y a combien de temps? J'ai commencé depuis 2020, août 2020, okay. Du coup, oui, pendant le confinement. Ok, d'accord. Et avant, tu faisais quoi? Avant, j'ai travaillé pendant 3 ans à Jakarta, Indonésie, dans le domaine de la publicité, en tant que chargée de compte. Et j'ai fait mes études au début en graphisme à Jakarta, Indonésie aussi. Et j'ai déménagé en France en 2017, du coup, pour continuer mes études et réaliser mes rêves de venir en France. J'ai commencé par licence en communication, médias et médiation numérique de l'université Montpellier 3. Et l'année dernière, je viens juste terminer mon master en international business. Du coup. Ok, d'accord. Et pourquoi cette volonté de venir en France? Qu'est-ce qui t'a attiré en France et pourquoi la France et pas notre pays? Je sais pas. En fait, c'est mes rêves de venir ici, du coup. Ouais. Depuis toujours... petite? Oui. Ok. Ouais. T'avais quel âge, du coup, quand t'es arrivé en France, à Montpellier? 27 ans. D'accord. Okay. Je suis arrivée à Rennes, en fait, en Bretagne. Ok. Et une question qui me vient, du coup, t'es native d'Indonésie? T'es née en Indonésie? Oui, je suis née à Jakarta et a grandi là-bas, du coup. C'est la capitale, on est d'accord? La capitale, oui. Ouais, d'accord. Et est-ce que t'avais déjà cette vision entrepreneuriale là-bas ou c'est quelque chose qui est arrivé quand t'as atterri en France? Dans ma famille, il y a pas mal d'entrepreneurs, comme mon père, par exemple. Du coup, je pense que ça donne la motivation d'être l'entrepreneur, je pense. D'accord. Et ils entreprennent là-bas? Oui. Ouais. Mais il est à la retraite maintenant, mais avant, oui. C'était quoi son business? Dans le commerce. D'accord. Dans le commerce, ouais. Ok, d'accord. Et tu parlais français avant d'arriver en France ou tu as appris le français ici? J'ai appris là-bas en 2015, pendant 1 an et demi, et j'ai quitté mon pays. Ok, d'accord. Parce que tu avais déjà ce projet en tête? Tu as commencé à apprendre parce que tu savais qu'à un moment... On me pose toutes ces questions, mais il faut savoir qu'on ne connaît pas les réponses avec Yonglong. Hein. Même si on connaît Mira depuis presque 1 an maintenant, même 1 an, c'est des choses qu'on ne savait pas. Donc c'est hyper intéressant. C'est quoi la différence entre Jakarta et la France? C'est énorme. Ouais. C'est l'autre monde. C'est-à-dire c'est pour la vie quotidienne, les gens, le mode de vie, perspective, comment on pense et tout. Je pense que c'est extrêmement différent parce que nous, on est plus
occidentale, on peut dire, Ouais. dans la vie quotidienne et tout. Et là-bas, c'est vraiment le pays émergent en Asie du Sud-Ouest. Du coup, c'est l'autrement, en fait. C'est plus pauvre Euh, ou pas forcément? Pas forcément. Avant, c'était, on peut dire, en Indonésie, c'était tiers-monde. Et là, c'est le pays émergent, en fait. Ok. C'est plus le cas. C'est parfois, dans certains côtés, on peut dire, c'est plus avancé même Ok, d'accord. que l'Europe. Mais ça dépend. Ce qui est clair, c'est plus tiers-monde. C'est vraiment le pays en forte croissance, Ouais. comme la plupart des pays en Asie. Du coup, je pense, même pour ce projet, il y a pas mal de futurs là-bas, en fait, Ok, d'accord. pour conquérir justement le marché asiatique. Une question qui me vient, mais en plus, c'est quelque chose qui t'aide dans l'Indonésie, parce que dans ton projet, il me semble que tu sources une partie du produit du médaillon Petlovatag là-bas. Il me semble qu'il y a une production qui est faite en Indonésie, non, du médaillon, ou pas tout à fait, non. Pas tout à fait, mais j'ai rencontré le chargé d'affaires. C'est un diplomate, en fait, de l'ambassade d'Indonésie à Marseille, qui est basé à Marseille, et il est vraiment intéressé pour m'aider de développer ce projet en Indonésie, en fait. Du coup, pour moi, il y a potentiel, et il faut pas oublier là-bas, le pouce électronique, c'est pas obligatoire et c'est pas encadré par la loi. Du coup, c'est pas une solution complémentaire, c'est la véritable solution, du coup. Ok. Parce qu'actuellement, là-bas, il y a quoi à la place de la puce? Il n'y a pas grand-chose? Il n'y a pas grand-chose, c'est un médaillon standard. Médaillon d'accord. en métal gravé avec le 06 et le nom de l'animal. Ok. Et c'est pas obligatoire? C'est pas obligatoire, ouais. Ok, d'accord. Il n'y a pas de loi spécifique concernant les animaux à l'instant. Ok. Peut-être à l'avenir. Donc, tu aurais le monopole, en fait, là-bas. si tu décidais de commercialiser là-bas, tu ramènerais un vrai plus, quoi, avec le médaillon NFC, QR code même. Parce qu'ils ont quand même toute la technologie smartphone et tout, ils le maîtrisent bien, ça. Oui, il maîtrise bien, mais c'est pour ça il faut que je me rapproche avec INPI pour tout ce qui est propriété intellectuelle, pour bien développer mon projet dans le pays asiatique, parce que il y a beaucoup de contrefaçons, on peut dire. Il y a beaucoup de quelqu'un qui va copier ton idée, du coup il faut faire gaffe. D'accord. J'avais aussi une question. Donc, t'es arrivé en France, t'as commencé à développer ton projet, et il me semble que t'as participé aussi à la French Tech. Oui. T'as été élu, c'est ça, et t'as pu recevoir un accompagnement? Non. C'est en cours? J'ai participé au concours French Tech Tremplin et Ok. j'attends le résultat qui va tomber mi-février. Ok. Par contre, ce projet a remporté le prix jury de concours entrepreneuriat féminin que j'ai passé en décembre 2021. Ok. La French Tech Tremplin, c'est un concours national, pardon? Oui, national. Et Ok. d'ailleurs, celui de l'entrepreneuriat féminin, c'est national aussi. Ok. Bah, félicitations. Ouais, Bah, merci. Je félicitations. savais pas. C'est quand même énorme. Hein. Dans toute la France. Déjà, Midi-Pyrénées, c'était quelque chose, mais entrepreneuriat féminin en France. Ouais. Parce qu'il y en a quand même un thème qu'on pourrait aussi aborder ensemble, c'est l'entrepreneuriat féminin. C'est quelque chose qui est de plus en plus démocratisé. Il me semble qu'à une certaine époque, il y a quelques dizaines d'années, c'était vraiment vu comme un domaine d'hommes. Et c'est vraiment en train d'évoluer. Et c'est parce qu'il y a des femmes qui prennent la parole. Moi, je suis certaines femmes sur LinkedIn, notamment Nina Ramen. Peut-être que vous connaissez, qui a travaillé chez Germinal, une agence de com à Paris. Et il y en a d'autres, Valentine Soda. Enfin, il y en a plein qui prennent la parole et qui publient en fait du contenu et qui parlent de leur parcours et qui en fait ont un business rentable. Et c'est là qu'on voit que l'entrepreneuriat n'a rien à voir avec le sexe de la personne, quoi. Ça, c'est sûr qu'on le voit de plus en plus. Mais c'est sûr qu'on le voit de plus en plus. Et c'est vrai que pour l'instant, c'est toujours assez masculin, comme on le voit au catalyseur. Ouais. C'est On quand voit même une clairement le majorité. catalyseur. Ouais. Mais c'est vrai que les femmes entreprennent de plus en plus. Ouais. Et donc, ouais, bah, tant mieux. Tant mieux. Comment tu te positionnes par rapport à ça? Parce que peut-être que tu me dis si je me trompe, mais est-ce que c'est le fait que tu sois arrivé en France et tu n'étais donc pas forcément au courant de ce prisme ou en mode c'est peut-être plus un domaine d'homme, donc en fait tu n'as juste pas fait attention à ça? Parce que moi j'ai l'impression que la majorité des femmes n'entreprennent pas en France. Il y en a certaines qui se stoppent du fait qu'elles sont des femmes.
peut-être que je me trompe, c'est une analyse que je fais comme ça, peut-être que c'est ce cliché un peu homme-femme qui leur fait peur et elles n'osent pas se lancer. Peut-être. S'il y a des filles qui écoutent ce podcast, elles pourront nous dire ce qu'elles en pensent. Peut-être ça dépend le domaine aussi. Là, moi, je suis dans la tech, du coup. C'est plus pour les hommes, en fait, on peut dire. Ouais. Du coup, ça dépend le domaine aussi. Si le domaine, par exemple, fashion, on peut dire, peut-être c'est plus pour les femmes, mais pas forcément. Du coup, c'est un peu... C'est vrai, Ouais. c'est vrai. Ça dépend le domaine, il me semble. Mais, C'est quelque chose que j'avais pas pensé, mais c'est totalement vrai. C'est vrai que dans le domaine de la mode, ou même cosmétique, à mon avis, c'est beaucoup de femmes. Et encore, j'ai vu là récemment, il y a pas mal de e-commerçants dans la cosmétique, c'est des hommes. Beaucoup. Même regardez la marque Horace, peut-être que ça vous dit quelque chose. ça me dit quelque chose. Horace, et on voit pas mal de pubs sur Facebook, Instagram, où c'est des hommes qui font de leur retour sur des pommades, sur des produits masculins, des anti-cernes. Enfin, je pense qu'il y a quelques années, on aurait dit les hommes mettent de l'anti-cerne, ça aurait été... En France, en tout cas, il y avait ce cliché où c'était quand même vraiment un domaine pour la femme, la cosmétique, et c'est totalement en train de changer. Et c'est quand même... c'est aussi grâce à des initiatives où en fait des gens cassent les clichés, quoi. Tout simplement, ça n'a pas lieu d'être et bam, on le met à la porte. C'est ça. Mais ouais, Horace, on a très bien vu, nous, vu qu'on avait l'agence de com avant, on voyait très bien ce qu'ils faisaient. En termes de publicité, ils sont très très forts. Et donc, c'est en tout cas une entreprise sur laquelle il faut s'inspirer. Ok. Au niveau de French Tech Tremplin, comment tu t'es inscrit? Comment ça s'est passé? Donc, c'est un concours que tu as commencé d'abord sur Toulouse. T'es directement allé à Paris, il y a eu des candidatures avant? Ça se fait en ligne, 100% en ligne en fait. Ok. Ce concours a commencé le 6 décembre jusqu'au 2 février en fait. D'accord. Ouais. Et t'as dû faire quoi? Des sélections avant? Sélection par dossier et il faut envoyer une vidéo aussi de présentation du projet. Ok, d'accord. Ouais. Là, tu l'avais réalisé toute seule, la vidéo, ou t'avais été aidée? Toute seule parce que j'ai appris ce concours assez tardivement en fait. Du coup, j'ai commencé fin décembre et j'ai essayé de boucler tous les dossiers dans une semaine à peu près. Ah ouais. Ouais. C'était quoi le format? 1 minute? C'est un peu le pitch en vidéo, quoi. 1 ou 2 minutes max en fait. Ouais. D'accord. Ok. Et donc, t'as été retenu sur ça? Euh, Ton dossier a été retenu et... Il y a ça et le dossier écrit est prévisionnel de 3 ans. Ok, d'accord. Et du coup, après, t'es parti à Paris, présenter ton projet devant des jurés? Non, c'est en distanciel. Du coup, j'ai été convoquée pour présenter mon projet devant le jury French Tech le 11 janvier. Et, tout est en distanciel, du coup, à cause de Covid. Ouais, ok. Et donc, en gros, t'es passé devant les jurés, ça a duré combien de temps? Est-ce que tu peux nous raconter? C'est 7 minutes de présentation, de pitch, en fait. Et après, la question d'échange, environ 15 jusqu'à 20 minutes. Ok. Ça passe hyper rapidement, en fait. Ouais. Ouais. Ça doit être stressant quand même, non? T'as combien de personnes en face de toi là quand tu prends la Il y parole? a 4 jurys, il me semble. Les 4 jurys, il y a une dame qui travaille chez French Tech. Du coup, ça fait devant 5 personnes. Ouais. D'accord. Et à ton avis, c'est quoi qui a fait que t'as gagné? En tout cas, le prix de l'entrepreneuriat féminin. Entrepreneuriat féminin, je pense, le domaine déjà, ça plaise beaucoup aux jurys parce que c'est dans le domaine pet technologie, parce que les animaux domestiques, ça prend de plus en plus d'importance dans notre société en fait. Ouais. Du coup, c'est pas considéré comme animal, mais plus un membre de la famille en fait. Du coup, notre société évolue et la place de l'animal de compagnie dans notre vie quotidienne, ça évolue aussi. Ouais. Ça, c'est intéressant pour le jury. Du coup, ça concerne beaucoup de personnes, pas seulement pour les propriétaires des animaux domestiques, mais aussi les gens qui travaillent dans le domaine animalier. Et ça, c'est énorme, en fait, de possibilités. Parce que ouais, c'est vrai qu'on voit de plus en plus depuis les dernières années des vidéos de prévention sur le fait de ne pas abandonner son animal. Ça, avant, on n'en voyait pas il y a 10 ans. Alors que là, depuis quelques années, on le voit très souvent. Abandonner son chien sur une aire d'autoroute, par exemple, un truc comme ça. Donc ouais, c'est sûr que c'est, on va dire, une sorte de tendance. Le fait que les animaux sont de plus en plus, comment dire,
impliqués et pris en compte, Mhm. comme pas seulement des animaux domestiques, mais comme tu l'as dit, des membres de la famille. Mhm. Parce qu'il y a des histoires, c'est brise-cœur, quoi. Enfin, ça devait peut-être être le cas à l'époque, mais c'était peut-être moins médiatisé. Peut-être que tu as fait des recherches sur ça, Mira. Mais des histoires où ils prennent un chien et en fait, ils en veulent plus au bout d'un mois et ils le laissent sur une aire d'autoroute et on le retrouve là, quoi. Ouais. Même avec des chats, des fois. Enfin, c'est des histoires de fous. Il y a des gens, on dirait qu'ils sont vraiment insensibles, mais à un point qu'ils peuvent prendre un animal, le garder un mois et le jeter. Ouais. Comme si c'était un objet. Non, mais c'est vrai. Et à mon avis, c'est pour ça, c'est que l'État, il se doit quand même de protéger un minimum. Sinon, il y a énormément de gens impliqués quand même en France pour la cause animale. Le nombre d'associations qui luttent aussi contre les abattoirs, Mhm. qui font beaucoup de mal aux veaux, aux cochons, etc. Ou même poulet. Ouais. Ouais, on a des vidéos de poulets. Enfin, le KFC, c'est... Mhm. Enfin, ils sont pas hyper rapides, quoi, les poulets du KFC. Hein. C'est ça. Je voulais revenir aussi sur ton financement. Parce que il me semble que tu avais fait une campagne Ulule. Oui, ouais. Ok. Et comment c'était passé? En fait, j'ai commencé trop tôt, il me semble, parce que c'était vraiment le début du projet. Quand j'ai commencé, j'ai pas encore la communauté bien établie, j'ai pas beaucoup de visibilité et j'ai pensé c'est quasiment automatique de toucher la communauté Ulule pour le financement en fait. Et c'était pas le cas, du coup ma campagne est ratée. Ok. Est ratée parce que je trouve j'ai pas assez réfléchi et c'était trop tôt de lancer une campagne en fait. Ok. Et donc là, maintenant, tu penses que ce serait le bon moment de lancer? De relancer? J'essaie de trouver l'autre stratégie de financement. Apparemment, il n'y a pas que crowdfunding. Je pense que je vais essayer de trouver l'autre moyen qui est plus ou moins efficace, je pense, vu ma situation actuelle, du coup. Tu penses à quoi? Je pense à de faire un effet de fonds, par exemple, mais d'ici 6 mois, quoi. C'est pas tout de suite, parce que ça nécessite beaucoup de préparation. Par exemple, trouver un ou une associé, interne ou externe. Il y a pas mal de choses à considérer, à mettre en place avant de lancer pour un effet de fonds, par exemple. Un associé, tu t'attendrais quoi de lui? Plutôt un profil développeur, un profil... Un CTO, oui. D'accord. Tout ce qui est développement application ou web, plus CTO, un profil de CTO. Du coup, ce sera complémentaire de ce que je fais actuellement dans ma boîte. Oui, parce qu'il y a une grosse partie tech. Oui. Et là, actuellement, qui c'est qui s'en occupe? C'est un prestataire externe, du coup. D'accord. Et donc à terme, tu crées une application. Solution logicielle. Je sais pas encore, c'est plus application web, mobile ou SaaS. Du coup, ça dépend le résultat étude de marché et étude de faisabilité technique que je vais faire dans l'avenir proche. Tu vas le faire de ton côté ou tu vas faire avec un autre prestataire ces études de marché et études de faisabilité? Je vais trouver le partenaire, je pense, externe. D'accord. Du coup, peut-être ce sera ton ancien professeur à MBA, non? Puisque lui, il a une société justement où il fait que de la recherche, celui qui était venu au Catalyseur il y a quelques jours. Lui, il est vraiment spécialisé dans l'étude de marché. Étude de marché. Market solution. Ouais, étude de marché, je pense pas c'est une solution où il est idéal pour ce projet parce que en fait il y a beaucoup de côté innovation et je sais pas si c'est son cœur de métier. Ouais, okay. C'est ça. Parce que marketing, ça dépend du domaine aussi. Marketing pour le produit électronique ou le produit de masse. Et l'innovation, c'est un peu différent, je trouve. Oui, marketing, c'est tellement large, on peut faire du marketing pour tout. Donc ouais. Au niveau de la campagne, j'aurais aimé revenir sur comment ça marche, parce que moi, j'en ai jamais fait. C'est quoi les démarches à faire? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Est-ce que tu aurais des petites astuces aussi, des petits conseils? C'est vrai que c'est intéressant. Ouais, en fait, les petits conseils, il faut déjà avoir la base de communauté ou quelqu'un de proche de toi qui connaît ton projet. Parce qu'apparemment, Ulule, il transmet pas ton projet dans le site Ulule si tu atteins pas 30% objectif financier. Du coup, par exemple, si tu mets
1 000 euros, l'objectif financier. Si tu touches pas 300, Ulule, il transmet pas. T'apparaîtra pas sur le site. C'est ça. Et pour moi, c'est hyper compliqué parce que j'ai pas mal de budget en France. Du coup, j'ai pas énormément d'amis, famille. Toute ma famille est en Indonésie déjà. Du coup, c'est hyper compliqué pour toucher 30% d'objectifs financiers auprès de mes réseaux, en fait. Souvent, c'est amical. Il y a le Love Money aussi, qui vient de la famille et tout. Mais dans mon cas, c'est pas possible, en fait, du coup. C'était compliqué au début. Ouais, c'était compliqué. Et donc, t'as réussi à avoir les 30% ou pas du tout? Non, même pas. Du coup, voilà. Et il manque beaucoup de préparation en amont aussi. Ça veut dire, genre, apparemment, il faut contacter la presse, ce qui est pas mal. La presse, tout ce qui est presse régionale, locale, radio et tout, au maximum, pour avoir la visibilité sur la presse, en fait. Et j'ai pas fait ce côté-là, et du coup, c'est pour ça que j'atteins pas l'objectif, en fait. Ok. Ouais. Mais c'est bon à savoir. Ça peut être un réel levier. Moi, je pense à la marque Respire, cosmétique. Ouais. Elle, c'est le pitch le plus connu. On nous l'a montré là pendant une visio. Et en fait, cette fille, elle a réussi son crowdfunding. Elle a fait une vidéo de 1 minute ou 2. Et il y a un vrai storytelling et elle utilise beaucoup de leviers marketing. Tout y est pour que ça réussisse, quoi. Après, je pense que aussi, comme tu dis, elle était bien implantée à Paris. Elle avait son petit réseau. Et ça aide toujours sur un crowdfunding, quoi. Mais c'est vrai qu'elle, elle a explosé. Ça lui a permis de trouver ses premiers clients, de lancer son site, en fait, e-commerce, quoi. Et j'ai appris aussi, j'ai fait un peu benchmarking, mais c'est assez tardivement, après que j'ai lancé ma campagne Ulule. J'ai regardé, par exemple, il y a beaucoup de projets innovants comme le shampoing solide ou savon solide, par exemple, pour les humains, bio, certifié et tout. Par exemple, cette marque-là, elle a déjà 20 000 abonnés sur Instagram. Ok, d'accord. Et son objectif, c'est le prévent 200 shampoing solide, par exemple. Ouais. Du coup, avec cet objectif très bas, avec la communauté bien établie, c'est rien, en fait. Ouais. C'est pour ça. Il y a énormément de campagnes qui sont réussies, mais quand on regarde, d'accord, il faut mettre l'objectif assez bas et avoir la communauté bien établie qui est déjà là, en fait. Ouais. Parce qu'en fait, le fait d'avoir une campagne, du coup, des objectifs assez bas, ça permet du coup de dire qu'on a réussi la campagne et ensuite du coup de gérer surfer sur la vague du coup pour dire que bah oui, on a réussi notre campagne, alors qu'en fait la campagne c'était facilement atteignable, quoi. Et une question que je me pose, est-ce qu'on peut modifier l'objectif en cours de route si on voit que ça se goupille bien? Oui, il y a le premier objectif et tu peux mettre aussi deuxième objectif. Quand tu dépasses, tu peux mettre deuxième objectif, troisième ou quatrième. Mais il me semble, on peut pas prolonger la période de campagne. Mais par contre, on peut rajouter les objectifs au fur et à mesure. Ouais, c'est ça. Ok. Et toi, ton objectif, c'était de combien? C'était, je ne rappelle plus, je pense, 2 500 €. Ok. Ouais. Et pour lancer la production et finaliser le système. D'accord. Ok. Et là, actuellement, tu as réussi à trouver du coup, sans la campagne Ulule, est-ce que tu as trouvé un moyen de financer du coup les produits et également de lancer le début Du coup, pour le début d'activité, jusqu'à aujourd'hui, c'est sur fonds propres. Ok, d'accord. 100% fonds propres, ouais. Ok. Et imaginons, tu vois, la French Tech, est-ce qu'il y a un accompagnement supplémentaire? Est-ce que tu as une subvention si tu es sélectionné? Oui, il y a la subvention et il y a l'accompagnement pendant 1 an, il me semble. Ok. Ouais. Ok. Et du coup, avec ça, tu auras beaucoup plus de fonds et la possibilité vraiment de lancer la production, de créer aussi l'application. Oui, surtout de commencer la partie R&D, parce que ça prend beaucoup de temps, je pense. Toute la technologie NFC, etc. Le côté logiciel aussi, ouais. Oui, parce qu'il faut dev un logiciel propre à Petlover, en fait, c'est ça, ouais. Oui, même le système de stockage derrière, le cloud, si on peut développer aussi de notre côté, parce que le stockage de données, oui, actuellement, moi, je stocke en France, à Clermont-Ferrand. Mais j'aimerais bien d'avoir notre propre système de cloud. Ça peut être cool, parce que on ne sait jamais. Parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a le plus grand le système de stockage, c'est OVH. J'ai entendu parler de ma boîte Assurance Pro. Elle m'a dit que il y avait un souci, il y a l'incendie. À du Strasbourg. coup,
Oui, du coup, c'est bien si on a soit backup, soit on gère nous en interne parce qu'on sait jamais en fait. Ah, c'est sûr. Ouais, c'est la force majeure, ça c'est clair. C'est bien d'anticiper parce que nous on gère les données à la base. Du coup, c'est bien si on maîtrise ce côté-là aussi. En plus, c'est important, c'est des données importantes. Ouais. Tu as toutes les informations personnelles sur le propriétaire, numéro de téléphone, le mail, sûrement. Ouais. Donc, ouais, c'est hyper confidentiel. Mhm. Ouais. C'est vrai que construire ton cloud, ça serait beaucoup plus pertinent pour toi et même mieux sécurisé, je pense. Mhm. Après, je m'y connais pas trop, mais ça a un coût, je pense, au niveau de développement. Ça Un doit coût coûter plus cher que d'aller à OVH, quoi. Oui, je pense, mais là, il y a le cloud hybride, en fait. Du coup, on mélange entre le cloud privé et public. Du coup, on peut trouver le moyen pour trouver la nouvelle solution qui, c'est pas très coûteuse, il me semble, parce qu'il y a plusieurs moyens, apparemment, pour établir un système. Je sais pas, je pense qu'on a fait le tour et moi, je voulais revenir sur quelque chose que tu as dit au début, mais tu as dit que tu avais fait plusieurs choses avant de lancer Pet Love Attack, notamment que tu étais graphiste. Je sais plus si tu l'as dit pendant qu'on tournait ou en off, mais est-ce que tu pourrais revenir un peu dessus, ton passé, que tu avais fait plusieurs stages aussi. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le cursus que tu as suivi à Jakarta, parce que tu as fait quelques études à Jakarta et les différents stages, les différents peut-être contrats que tu as eu avec des entreprises, CDI, etc. Alors, du coup, je suis diplômée en communication visuelle ou graphisme en 2013 et j'ai commencé mon premier travail en tant que graphiste pendant 3 mois dans une boîte de publicité. Et je me suis rendu compte de rester derrière l'écran, c'est pas tellement mon truc, et de rester enfermé dans une salle comme ça, derrière l'écran, toute la journée, même le soir, pour réaliser le travail de graphiste. Du coup, mon manager m'a proposé justement d'aller vers plutôt le côté commercial ou business developer. Du coup, je me suis dit pourquoi pas. Et j'ai continué quand même de prendre le petit travail en tant que freelance à côté de mon travail. À Jakarta? À Jakarta, oui. Tu trouvais comment tes clients? Auprès de mes réseaux, ou sinon j'ai fait une sorte de candidature spontanée. Je me présente du coup auprès de restaurants, cafés, bistrots pour réaliser l'identité visuelle ou le menu. Ok, t'en as trouvé pas mal des clients en faisant du porte-à-porte ou c'était compliqué? C'est pas mal facile à mon époque parce que en fait à Jakarta il y a énormément de centres commerciaux. Il y en a partout en fait, genre on peut dire tous les 5 kilomètres il y a un centre commercial au moins. Et, là-bas, centre commercial, il y a énormément tout ce qui est resto, bistrot. En fait, c'est les lieux de divertissement. C'est pas que pour faire du shopping, mais c'est vraiment un lieu de rencontre aussi. Oui, il y a le cinéma, il y a de tout. Il y a le hypermarché aussi. Du coup, souvent, en amis ou en famille, on va au centre commercial pour se divertir. C'est fou, mais c'est comme ça le mode de vie là-bas. Ok, d'accord. Et du coup, en gros, tu allais dans les centres commerciaux et ensuite tu prospectais directement là-bas les boutiques? Oui, la boutique, le commerce, hypermarché ou sinon tout ce qui est café. Ok, et ils disaient oui facilement? Oui, facilement parce qu'il y a énormément besoin. Par exemple, il y en a qui ont besoin que flyers. Okay. Et moi, en tant que freelance, j'ai pas le minimum projet en fait à réaliser. Je suis pas une grosse boîte qui s'occupe des graphistes. Du coup, j'ai dit oui, même si la valeur de projet c'est pas énorme, mais je le prends quand même parce que je suis seule et c'est l'activité à côté de mon travail au bureau, en fait. Ouais, vu que c'est un complément de revenu, tu peux te permettre de prendre des petits contrats. Oui, c'est ça, pour réaliser une carte visite, flyer. Et le coût de la vie est peut-être moins cher qu'en France aussi à Jakarta. Je sais pas, c'est quoi la monnaie là-bas? C'est rupiah. Ok. Rupiah. Du coup, en fait, en euros, c'est équivalent de 16 000, je pense, 16 000 rupiah, ouais. Ok. Pour vous donner l'idée, là-bas, le salaire minimum, c'est environ, on peut dire, 280-300 euros par mois. Et les gens vivent bien avec ça, enfin, ils arrivent à vivre. Oui, c'est le salaire minimum, ouais. D'accord. Enfin, ils vivent pas bien, mais ils vivent. C'est un peu le SMIC là-bas, ok. C'est ça. D'accord.
Et donc toi, tes contrats, c'était combien de roupies en fait, à peu près c'était vraiment complément de revenus. Ça faisait combien en euros équivalent Équivalent peut-être à cette époque-là, c'était en 2012-2013, hein, genre, c'était il y a longtemps avec l'inflation en plus là-bas. Ouais. L'inflation, c'est on peut dire 10% par an. Ah ouais. Du coup, C'est énorme. ouais, peut-être c'est alentour 150, 100 euros, des choses comme ça. Ok. Le valeur de contrat, ouais. Ok. D'accord, ce qui Mais était ça me fait énorme quand même plaisir là-bas. parce que c'est ma passion à la base, en fait, graphisme. Mais pour le travail à temps plein, je préfère justement le poste business developer parce que ça me permet de rencontrer des clients, d'établir une stratégie. C'est plus dynamique, je pense, en tant que métier, comparé de rester derrière l'écran toute la journée. C'est sûr. Ça correspond plus à ta personnalité. Oui, ma personnalité, oui. D'accord. Et donc, tu as fait donc 3 mois en tant que graphiste. Et j'ai basculé en tant que commercial avec Ouais. la formation interne parce que j'ai zéro connaissance en marketing, du coup. Marketing ou prospection, par exemple. Et ça fait ça pendant combien de temps? La formation interne, ça dure à peu près 3 jusqu'à 6 mois directement avec le chef de commercial. Du coup, c'est rapide parce que on apprend tous les jours sur le terrain, en fait. Ouais. Ok. Et tu pensais Vas-y. déjà à la France à ce moment-là, du coup? Non, j'ai pensé à... J'ai commencé, en fait, le cours de français en 2015. Et c'était... à ce moment-là, je me suis rendu compte, j'ai envie de quitter mon pays et de venir ici, du coup. De voyager. Ouais. T'allais dire quoi, du coup, Youngblanc? Oui, t'as continué pendant combien de temps dans la boîte en tant que business developer? Au total, 3 ans. Et t'as aimé ça, du coup, beaucoup plus que le graphisme? Oui, ouais. Ok, d'accord. Et la boîte, c'était quoi? C'est une grosse boîte là-bas? Une boîte plutôt d'un local? En fait, j'ai passé 6 mois dans une boîte multinationale, pareil dans la publicité Ok. extérieure, qui a sa filiale à Paris d'ailleurs. Ok. Et l'autre, pendant 2 ans et demi, c'est boîte publicité locale, Ok. Jakarta, D'accord. ouais. Ça va. Donc très peu d'employés. C'était C'est on va plus dire, convivial. Et ambiance start-up en ouais. gros. Ok, Ouais. d'accord, ça marche. Et ça te manque ou pas le fait d'être employé? Oui ou non? Ouais. Des avantages et des inconvénients. on va dire. Oui, je sais pas quoi dire parce que... Quoi, c'est le salaire plutôt qui manque et le fait de tester différentes choses plutôt qui t'attire dans l'entrepreneuriat? L'entrepreneuriat, en fait, le rencontre et le réseau, c'est Ouais. pas pareil, en fait, en tant qu'employé et en tant que comment on dit, fondatrice ouais, ou chef chef de d'entreprise. projet, c'est pas pareil, en fait. Et tu préfères lequel, toi? Là, à l'instant, moi, j'aime bien avec ce que je fais actuellement parce Ouais. que ça me permet vraiment d'avoir le rencontre enrichissant, on peut dire. Parce Yes. que, ouais. De t'épanouir, quoi. Ouais. Et pour la qualité de discussion, qualité d'échange, c'est pas pareil non plus. Peut-être parce que moi, quand j'étais business developer, on parle les choses vraiment, c'est pas pragmatique. Il y a moins de vision pour l'avenir et tout, en fait. Et là, dans un projet startup, on voit loin, on voit grand. Ce que j'aime bien, c'est ça, en fait. Il y a beaucoup de possibilités. C'est pas facile, mais il y a énormément de possibilités et de choses à découvrir, en fait, chaque jour. Du coup, j'ai besoin... je pense... je sais pas comment l'expliquer, mais... Ouais, voilà. tu découvres plein de choses tous les jours, C'est alors ça. que quand tu es business developer, ben, soit tu vends tes produits, Oui, tu bouges pas en fait. C'est pendant 3 ans, je pense que tu as dû vendre pratiquement la même chose. même chose, ouais. Ouais, voilà. Alors que quand tu es entrepreneur, ben, chaque jour, tu as une nouvelle opportunité qui arrive Ouais. que tu peux pas forcément prendre quand tu es business developer. Mhm. C'est surtout ça en fait. Oui, c'est ça. Ok. Exactement ça. Donc t'es quelqu'un de plutôt rêveur, j'ai envie de dire. T'as des rêves et t'arrives pas forcément à être épanoui en tant que salarié qui a juste à vendre ce produit et rien d'autre, quoi. C'est à peu Oui, près ça. parce qu'au moins, ça, pourtant, j'ai travaillé dans le domaine publicité. C'est le domaine qui est très dynamique et très
il y a le côté un peu, on peut dire, rêveur aussi, parce que on parle tout ce qui est publicité, tout ce qui est marketing, c'est très stratégique. C'est pas, on vend pas le produit lambda, c'est vraiment stratégique, mais quand même, je trouve, c'est un peu ennuyeux. Ouais. Et c'est quoi pour toi le principal atout pour réussir un projet entrepreneurial? C'est quoi la principale, peut-être, je sais pas, qualité qu'il faudrait avoir? Je pense d'être résilient. Ouais. Tu peux développer? Oui, en gros, il faut être déterminé, même si c'est pas facile, il faut rester concentré et puis ne jamais, comme on dit, rester optimiste, positif et il faut continuer en fait. T'as déjà eu des moments de doute dans ton projet? Non, mais il y a beaucoup de difficultés. Ouais. Ouais. Et t'as toujours voulu continuer même malgré ces difficultés? Tu t'es jamais dit je vais arrêter parce que c'est trop dur? Non, à l'instant non, je continue juste. Ok. T'as des passions à côté de l'entrepreneuriat? Passion, moi j'aime bien voyager. Voyager et puis sport, moi j'aime bien le sport aussi. Et j'aime la peinture. J'ai fait beaucoup de peinture à l'époque. Du coup, voilà. À Jakarta, ou t'as continué même en France la peinture? Non, j'ai arrêté depuis un moment là. Depuis que je suis arrivée en France, j'ai très peu de temps pour faire des peintures parce qu'en fait, je suis arrivée en tant qu'étudiant et j'ai pas la bourse. Du coup, j'ai travaillé dans la restauration à côté de mes études pendant 2 ans. Ok. En France, du coup. T'étais dans un ouais. resto, Ouais. d'accord. Est-ce que tu as toujours eu cette volonté d'entreprendre? Est-ce que quand tu étais jeune, tu t'es dit un jour, je vais créer mon entreprise? Ou c'était pas du tout dans tes projets? C'était pas du tout dans mon projet. En fait, je me suis rendu comme ça grâce à ma dernière formation chez MBWay. C'est le Master International Business. Et il y a le sujet startup. En fait, on apprend comment pour construire ton propre projet. Du coup, il y a La matière? oui, il y a la matière et il y a le concours startup aussi Ok. à l'école. Et puis, j'ai commencé le projet startup avec l'équipe. C'est pas le même domaine, mais on a gagné au niveau national aussi. Troisième place. Ouais. C'était quoi le projet? Le projet, c'est l'économie circulaire, en fait. On récupère les cheveux depuis D'accord. le coiffeur et tout, et on crée le boudin avec les cheveux pour absorber l'hydrocarbure dans la mer. Ah, en mais fait. il y a actuellement, enfin, je l'ai vu il y a pas, enfin, j'ai vu une vidéo il y a pas longtemps, il y a quelques jours, Ouais. comme quoi dans un pays actuellement ils le font. sais Oui, pas je si t'as pense que suivi. ça existe déjà, mais ouais, je pense qu'il y en a déjà, mais c'est vraiment, il y a très peu d'acteurs dans ce domaine. Ok, d'accord. Mais Ouais. c'est hyper innovant aussi, quoi. Ouais. Mm. En gros, ouais, en fait, c'est les cheveux qu'on lie en boule. Oui, Et après, du coup, par exemple, quand il y a une crise comme un bateau qui coule avec du pétrole qui c'est sort. ça, pour absorber ouais. l'hydrocarbure, en fait. Ok. Ouais. Et C'est donc, arrivé ouais, en tu plus mets- là récemment. Il y a eu Ben voilà ça, une ben- énorme galère là, je crois que c'est C'était- en Inde. Et en fait, c'est à cause de l'éruption du volcan sur les îles Tonga. Ça a provoqué de telles vagues qu'ils étaient en train d'amarrer en fait sur le bateau des dizaines de barils, des dizaines, des centaines, voire des milliers. Mhm. Je suis allé un peu trop bas et en fait, le volcan a provoqué des vagues énormes et les mecs n'ont pas réussi à tenir la cargaison. Ouais. C'est-à-dire qu'il était dans le port, le bateau, il était en train de charger et tout est tombé, genre. Putain. Et je crois que c'est là en fait que j'ai vu ça. En gros, j'avais vu une vidéo comme quoi les villageois ou les habitants du coup se faisaient tous couper les cheveux, ou ils Ouais. donnaient un petit peu comme des bénévoles ou des dons Ouais, ouais. pour que les gens ensuite ils puissent faire du coup des tissus en cheveux Mhm. pour les mettre au niveau de la mer et récupérer l'hydrocarbure. Ouais. Mais en gros, c'est impressionnant. Mhm. Et donc, quand vous avez commencé ça, vous le saviez déjà ou c'était quoi? C'était peu connu? Peu connu, et c'était pas mon idée, c'est l'idée d'une ex-camarade, du coup. Ouais. Et on a développé ça. Et mon rôle dans ce projet, j'ai développé tout ce qui est partie graphique, Ok. ouais. D'accord. Mm. Vous avez quand même, vous avez terminé du coup 3e au concours national. Ouais. Ok. Ça vous a donné quoi comme opportunité? Le fait de créer la boîte?
Non, parce que moi, j'ai mon propre projet, Petrobatak, du coup, j'ai pas participé. Ok. Et je pense qu'il y a un camarade qui souhaite vraiment de lancer dans ce projet. Et nous, on a chacun de notre projet, du coup, je pense que c'est un peu compliqué de lancer cumuler ce les projet. deux. Ouais. Ok. C'est ça. Et Du coup, jusqu'à aujourd'hui, c'est juste un projet, c'est pas le vrai. C'est juste une idée en fait. On n'a pas lancé. Ok. Et dans ton projet, et même dans ce que tu parles là, il y a toujours l'aspect innovation. Pourquoi tout le temps vouloir innover, c'est quelque chose tu trouves qui est vraiment propre à l'entrepreneuriat? Pour toi, il faut absolument innover, ou tu pourrais aussi peut-être un jour lancer une entreprise avec un marché déjà bien établi et plein d'acteurs dessus? C'est un choix stratégique, il me semble. Et dans mon point de vue perso, je préfère de focaliser sur tout ce qui est l'innovation parce que pour moi, c'est le vrai avantage, en fait. C'est pas, il y a la barrière d'entrée très haut, très bas, je sais plus. En gros, c'est pas, on monte en food truck ou en resto, c'est bien aussi, cher projet, mais moi, je me focalise sur le côté innovation parce que pour moi, la barrière d'entrée, c'est plus compliqué. Comme ça, l'entreprise sera plus pérenne au long terme pour moi parce que plus on investit dans l'innovation, moins de concurrence qui sort de nulle part le jour au lendemain, en fait. C'est pour ça que je focalise surtout le côté innovation et c'est investissement, en fait. Et tu prends de l'avance, en fait, sur les possibles concurrents, en gros. Oui, et essayer d'éviter la concurrence qui est déjà saturée, en fait. C'est pour ça. Vous me direz ce que vous en pensez. Je trouve que c'est un choix stratégique que je comprends. Et à la fois, c'est un peu risqué, je trouve, parce que tu as ce travail, en fait, d'évangélisation de ta cible. C'est-à-dire qu'il ne connaît pas ton produit puisque personne ne le vend. Donc, tu dois éduquer ta cible et leur expliquer pourquoi ton produit est bien et va leur améliorer la vie. Et en plus, après, les pousser à l'achat. Donc, t'as 2 fois plus de travail au final. Après, c'est vrai que si ça marche et que tu y arrives, t'es seul. Donc, t'as le monopole. Donc, moi, j'y vois des points positifs et négatifs. Après, comme toujours, dans toute chose, il n'y a rien qui est blanc ou qui est noir. Mais c'est sûr. Mais je comprends pourquoi tu as fait ça, ouais. C'est vrai que moi, j'aurais plus de mal à innover parce que je pense que c'est moins dans ma personnalité. Et ce fait, en fait, de devoir éduquer les gens, en fait, et leur expliquer, ben voilà, j'ai développé un nouveau produit, ça va vous améliorer la vie. Je pense que ça me ferait peur, en fait. Et je préférerais m'implanter sur un marché où il y a déjà peut-être pas forcément énormément d'acteurs, mais où il y en a un peu. Donc les gens connaissent déjà, ou on a au moins entendu parler. Et du coup, développer un projet qui a un plus par rapport aux autres. Qui a un marché qui a déjà fait ses preuves, en gros. C'est ce que je ferais, ouais. Et après, à la fois, je peux comprendre, je pense qu'il y a aussi ce côté excitant quand tu innoves à fond. Et que tu vois à fond et j'utilise la technologie qui est déjà connue par grand public, en fait. Par exemple, j'ai commencé le médaillon avec la technologie QR code et c'est le moment, je pense, parce que depuis le début de Covid, on voit QR code partout, quoi, dans le domaine des transports, dans la pharmacie, restaurant. Pour trouver le menu, il faut flasher le QR code. Du coup, c'est presque intuitif. Quand on voit le QR code, on le scanne sans besoin d'éduquer quel que soit, en fait, même les personnes âgées avec le smartphone. Ils le savent déjà, il faut flasher, quoi. C'est un truc, ça existe depuis des années, mais on n'y pensait pas. Enfin, je crois qu'on avait 13-14 ans, il y avait déjà quelques QR codes, mais c'était dur de les flasher. Il me semble qu'il fallait avoir une appli spéciale, surtout sur Samsung, alors que maintenant c'est intégré directement à l'appareil photo, je crois, autant sur iPhone que Samsung, tu sors l'appareil, tu fais comme si tu allais prendre une photo, tu restes appuyé, bam, t'atterris là où la personne veut que t'atterrisses. C'est le moment aussi parce que, vu le Covid et tout, du coup, il faut voir, en fait, les tendances. C'est sûr. Ouais. Et toi, c'est vrai que toi, tu te lances. Enfin, t'as commencé un petit peu avant la tendance, il me semble, du QR code. Et là, en fait, t'es en plein dedans et t'arrives à peu près à la fin de ton projet, enfin, au moment où tu vas pouvoir le lancer. Ouais. Donc, en vrai, c'est parfait le niveau timing. C'est parfait parce que du coup, comme tu dis, ta cible, elle est déjà éduquée. Ils vont voir un chien, ils vont voir le QR code, ils vont flasher directement. Ouais, donc, ouais, c'est vrai que. En soi, il y a plein d'avantages. Comme on l'a dit, c'est le fait qu'il y a énormément de gens qui abandonnent leurs animaux, qu'on en parle de plus en plus, que t'es dans un moment où le QR code et le NFC, c'est en vogue. En soi, t'as beaucoup de drivers. Et ce que j'appelle driver, c'est les choses qui vont pousser ton projet
vers les gens sans que tu aies besoin de forcer. Et tu as au contraire, de barrières, je trouve. Enfin, tu dois en avoir peut-être. Est-ce que tu identifies des choses qui te freinent? Barrière, pas forcément. C'est plus le produit substitution, il me semble. Produit substitution dans le sens que au lieu de mettre médaillon, je vais mettre le GPS, par exemple. L'autre technologie, du coup, c'est le produit substitution aussi, où je mets le médaillon standard. Moi, j'aime bien de mettre le médaillon métal normal. Pourquoi pas? Ça marche aussi. C'est pour ça qu'il y a plus de côté produit substitution. C'est un petit peu la concurrence. Oui, c'est concurrence aussi. Indirect, oui. Ouais. Et une question qui me vient, t'as des animaux ou pas, Mira? Oui, j'ai un chien, du coup. Comment il s'appelle? Coco. Coco. Une fois, je me souviens, on avait abordé le sujet Karl Lagerfeld. Oui. Et son chat, Choupette. C'est comme ça? C'est ça. Et je sais que tu lis beaucoup. Enfin, Oui. tu lis. Oui, j'adore le livre. Ouais. Et que Karl Lagerfeld, c'est quelqu'un qui t'inspire quand même pas mal. Enfin, je sais que tu es quand même intéressé par la mode, quand même, il me semble. La mode, il est graphiste aussi, d'ailleurs. Il travaille dans le domaine haute couture pour Dior, pour sa propre marque, Karl Lagerfeld et tout. Du coup, c'est l'histoire que je trouve énorme parce que lui, il donne tous les héritages à son chien, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui est quand même bien drôle et timbré à la fois. Ça, on en avait parlé longtemps. Et c'est vrai qu'il a fait le choix farfelu. Enfin, ça peut se comprendre et à la fois, ça se comprend pas parce que le chat, qu'est-ce qu'il va faire des millions d'euros? Après, tu m'avais expliqué, il y a quelqu'un qui s'en occupe. Oui, ouais. C'est drôle. Hein. Enfin, j'étais pas au courant de l'histoire, mais... Ah, mais en fait, Choupette, il a en fait une dame de ménage. Il a... Ah ouais. Oui, en fait, ça veut dire, vu cette histoire-là, imagine un chat peut prendre une place énorme dans une vie de quelqu'un, en fait. C'est vrai. Ouais, parce qu'il l'a fait parce que... Comment il s'appelle? Choupette? C'est une fille. Comment elle s'appelle, Choupette? Du coup, il lui a apporté tellement de choses qu'il a décidé de léguer. Il a des enfants ou pas? Je sais pas trop, je pense. Non, il a pas d'enfants, non. Okay. Il me semble pas. Ok. Ouais. Mais dis donc. Le chat. Et du coup, tu as lu cette biographie de Karl? C'est une bio ou... J'ai lu la biographie de Karl Lagerfeld et j'ai lu la biographie de Choupette. En fait, il a sa propre biographie. Elle a écrit un livre. Ouais. Ils sont allés très loin. Ah ouais. Donc, tu lis beaucoup de bio? Oui, pas mal. Moi, j'ai lu la biographie de Steve Jobs, qui m'inspire énormément. J'ai lu la biographie de Chanel aussi. Et le fondateur de Mythique, Marc Simoncini. Je le connaissais pas trop, mais j'ai lu un article, il me semble qu'il a fait plusieurs millions d'euros à la revente, lui. Alors que justement, il partait sur un marché où c'était peu... Je crois que c'est le tout premier site de rencontre en France, hein, il me semble. Il me semble aussi, ouais. La dernière fois, je discutais avec un ami à mon père et du coup un ami à moi, Michel Turquin, s'il se reconnaît. Et en fait, lui, il avait... il y a 40 ans, je crois, ou une trentaine d'années, il avait créé, en fait, un espèce de club de rencontres. Et ça passait, en fait, par des journaux. Il mettait des annonces, et du coup, c'était des soirées, et les gens se rencontraient, et c'était vraiment un truc, et c'était à Toulouse. Et il avait loué un petit bureau, en fait. Il louait une salle en plein centre-ville, et les gens se rencontraient, et c'était des gens qui avaient peut-être du mal à faire des rencontres, etc. Et du coup, il était précurseur. Mythique, toutes ces applications, elles n'existaient pas. Et je vous parle de quelque chose, c'était dans les années 80-90, il me semble. Mais du coup, ça m'y fait penser. Je crois que Mythique, c'est le premier qui a digitalisé la chose. En tout cas, qui a webifié ça, puisque c'était le premier site web de rencontres, je crois. Sauf erreur. En France, surtout, ouais. Ouais, en France. Il y a l'équivalent en Indonésie? Je pense pas, non. Non. Non, il y en a pas. Okay. Je suis pas trop au courant sur ce sujet. C'est vrai que là aussi, c'est un marché de niche, hein, qui de base aurait pu ne pas exister. Oui, et à la fois, ce que innovation. j'en discutais avec lui, mais en fait, le marché de la rencontre, c'est un marché qui ne s'arrêtera jamais. Oui, c'est vrai. Enfin, le marché, s'il craque un jour, je comprends pas, c'est que les gens ne veulent plus parler, quoi. Ouais. Non, ouais, franchement, quand t'es implanté sur ce marché et que t'es un acteur connu, la seule chose à laquelle tu dois faire gaffe, un peu, c'est la concurrence, j'ai envie de dire.
Parce que maintenant, ça va toujours plus loin. Il y a des applis comme Fruits, comme Tinder, où en fait, ça passe par des jeux de mots, il faut mettre l'humour avec le fruit qui dit en fait ce que tu attends du site. Donc en fait, les gens vont loin. Enfin, les apps et les sites, je trouve qu'ils vont loin sur ce marché. Ils ont réussi à se renouveler et à apporter en fait le côté game. Ils ont gamifié la chose à fond. C'est ça. Quand il y a Badoo aussi, le fait que quand tu croises quelqu'un dans la rue, tu peux le voir. Enfin, il y a plein de choses. Ça innove énormément aussi dedans. Je sais pas si vous avez envie d'aborder encore d'autres choses. Je pense qu'on a fait tu aurais la dernière question qu'on pose toujours. Ouais. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à quelqu'un qui voudrait entreprendre? D'être déterminé, peut-être. Genre, si tu as une idée et tu as la détermination, allez-y. Hein. N'hésite pas. Ne pas lâcher. Ne pas lâcher, les bras. Ok, toujours être focus sur le projet. Ouais. De toute façon, tu l'as dit tout à l'heure, résilience. Oui, d'être résilience parce qu'il y a énormément de distractions, il y a énormément de choix dans la vie. Du coup, c'est un choix aussi d'être entrepreneur. Du coup, si tu as déjà décidé, il faut jamais lâcher, quoi. En tout cas, merci à toi, merci à Yulon pour ce beau podcast qui était ultra intéressant. Et je crois que, sauf erreur, t'es la première femme qu'on invite sur le podcast. C'est ça. Donc c'est... félicitations, Mira. Un nouveau titre pour Mira. C'est ça. Et merci encore pour ton intervention. Merci à vous, hein. C'est chouette. Avec plaisir. C'était un plaisir et on se dit à bientôt dans 2 semaines pour... un nouvel invité, ou une nouvelle invitée, on ne sait jamais. Voilà, peut-être la seconde femme, on verra. C'est ça. Merci beaucoup et à dans 2 semaines. Salut. Salut.